Sous la pluie glaciale de novembre, Lucien, 12 ans, serrait son sac à dos contre sa poitrine, comme si ce vieux tissu pouvait le protéger du froid et de la douleur. Ses parents l'avaient chassé ce matin-là, leur cri résonnant encore dans ses oreilles. « Tu n'es pas notre fils !» Le parc Montsouris, d'ordinaire si vivant, semblait ce soir-là un cimetière d'ombre, où chaque goutte de pluie martelait son cœur brisé. Lucien n'avait jamais voulu être différent. À l'école, il cachait ses regards pour Antoine, un garçon de sa classe aux yeux rieurs, mais un journal intime trahi par sa sœur cadette avait scellé son sort. Gay avait sifflé ses parents, comme si ce mot était une malédiction. À 12 ans, il se retrouvait seul, sans foyer, sans amour, avec pour seul refuge un banc trempé sous un chêne dénudé. Il murmura dans le vide « Pourquoi moi ?» Alors qu'il sombrait dans le désespoir, une silhouette élégante émergea de l'obscurité. Étienne Morel, 42 ans, millionnaire et philanthrope, traversait le parc pour échapper à ses propres pensées. Ce n'était pas la pluie qui l'avait arrêté, mais le regard de Lucien, un mélange de peur et de défi qui lui rappela sa propre jeunesse, lorsqu'il avait dû cacher qui il était. Étienne s'approcha, son parapluie offrant un abri temporaire au garçon. « Tu vas attraper la mort ici, petit. Comment tu t'appelles » Sa voix était douce, mais ferme, comme un phare dans la tempête. Lucien hésita, méfiant. Les adultes, dans son expérience, n'apportaient que des reproches. Mais il n'avait plus rien à perdre. « Lucien » murmura-t-il, les dents claquant. Étienne ne posa pas de questions sur ce qui l'avait conduit là. Il ôta son écharpe en laine et l'enroula autour du cou du garçon. « Viens avec moi. On va te trouver un endroit chaud. » Ces mots, simples, furent les premiers à percer l'armure de solitude de Lucien. Ils marchèrent ensemble sous la pluie, vers un destin incertain. Étienne, célibataire endurci, n'avait jamais envisagé d'accueillir un enfant dans sa vie. Pourtant, quelque chose dans les yeux de Lucien, une résilience brute, un éclat d'espoir malgré tout, le bouleversa. Il vivait dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, un monde de luxe et de solitude, où les tableaux de maître côtoyaient des pièces vides. En ouvrant la porte à Lucien, il ouvrit aussi une porte sur un avenir qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Les jours suivants furent un tourbillon pour Lucien. Étienne l'installa dans une chambre d'amis, lui offrit des vêtements chauds et des repas qu'il n'avait jamais connus chez lui. Mais la méfiance restait. Pourquoi cet homme, riche et inconnu, s'intéressait-il à lui? Lucien passait ses nuits à fixer le plafond, se demandant si ce refuge n'était qu'une illusion. Étienne, de son côté, luttait avec ses propres démons. Fils d'une famille conservatrice, il avait enfoui son homosexualité pendant des décennies, bâtissant sa fortune comme un rempart contre le rejet. Rencontrer Lucien, c'était comme rencontrer son passé, une chance de réparer ce qu'on lui avait volé. Un soir, autour d'une soupe fumante, Lucien osa poser la question qui le hantait. « Pourquoi vous faites ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. » Étienne posa sa cuillère, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Parce que j'ai été toi, Lucien. Pas chassé de chez moi, mais forcé de me cacher. Je ne veux pas que tu vives ça. » Ces mots, prononcés avec une sincérité brute, firent tomber les premières barrières entre eux. Mais le monde extérieur n'était pas prêt à accepter leur lien. Les services sociaux, alertés par un voisin curieux, commencèrent à poser des questions. Qui était cet homme seul prenant en charge un enfant abandonné? Les rumeurs circulaient, alimentées par le passé d'Étienne, dont la fortune attirait autant l'admiration que la suspicion. Lucien, lui, découvrait peu à peu qui il était, à travers les livres qu'Étienne lui offrait, les discussions sur l'art, la musique et l'amour, un amour qu'il apprenait à ne plus craindre. Pourtant, un coup de téléphone changea tout. La voix froide d'un fonctionnaire annonça que les parents de Lucien voulaient le récupérer. Non par amour, mais par peur du scandale. Étienne, face à cette nouvelle, sentit une rage ancienne remonter. Il ne laisserait pas Lucien retourner dans un foyer qu'il avait brisé. Mais comment un homme sans famille, sans expérience, pouvait-il convaincre le système de lui confier un enfant? La bataille ne faisait que commencer. Les jours passaient, et Lucien s'habituait à l'étrange chaleur du foyer d'Étienne. La maison, avec ses hauts plafonds et ses parquets cirés, contrastait avec l'appartement exigu de ses parents, où les cris étaient plus fréquents que les rires. Pourtant, chaque craquement du bois, chaque ombre dans un coin, lui rappelait qu'il n'appartenait pas à ce monde. Il se réveillait parfois en sursaut, convaincu que tout cela, la gentillesse d'Étienne, les draps doux, les petits déjeuners copieux, n'étaient qu'un rêve.
Étienne, lui, observait Lucien avec une patience infinie. Il voyait dans ses silences, dans ses regards fuyants, les blessures d'un enfant forcé de grandir trop vite. Il engagea une tutrice, Claire, une femme d'une trentaine d'années au sourire franc, pour aider Lucien à rattraper son retard scolaire. Claire, originaire de Bordeaux, avait une énergie communicative et une façon de parler qui désarmait la méfiance de Lucien. « Tu sais, petit, la vie, c'est comme une toile. Parfois, il faut des couleurs sombres pour que l'éclair brille. » Ces mots, bien qu'un peu abstraits pour un garçon de 12 ans, plantèrent une graine d'espoir. Mais l'ombre des parents de Lucien planait toujours. Étienne avait engagé un avocat, Maître Dubois, un homme sévère mais compétent, pour explorer les options légales. Les parents, Pierre et Marianne, vivaient dans un quartier populaire de la banlieue parisienne. Leur décision de chasser Lucien n'était pas seulement motivée par leur rejet de son orientation, mais aussi par une peur viscérale des jugements de leur communauté. Maintenant, sous la pression de leurs voisins et de l'église locale, ils exigeaient son retour, non pas pour le réintégrer, mais pour sauver les apparences. Un après-midi, alors que Lucien feuilletait un livre sur monnaie dans le salon, Étienne reçut un appel de Maître Dubois. Ils ont déposé une plainte, Étienne. Ils vous accusent de kidnapping. Le mot frappa comme un coup de poignard. Kidnapping? Lui, qui n'avait fait qu'offrir un refuge à un enfant abandonné. Lucien, qui avait entendu une partie de la conversation, sentit son cœur se serrer. « Ils veulent me reprendre ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Étienne posa une main sur son épaule. « Ils peuvent essayer, mais je ne les laisserai pas te faire du mal. » Le lendemain, une assistante sociale, Madame Lefebvre, se présenta à la porte. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, au visage fatigué mais aux yeux perçants. Elle interrogea Lucien en privé, scrutant chaque mot, chaque hésitation. « Pourquoi es-tu ici, Lucien? Est-ce que M. Morel t'a forcé à rester ?» Lucien, les poings serrés, répondit avec une clarté qu'il ne savait pas posséder. « C'est le seul qui m'a traité comme un humain. » Ces mots, prononcés avec une colère contenue, firent vaciller Madame Lefebvre, mais elle nota tout dans son carnet, impassible. Dehors, les rumeurs grossissaient. Un article dans un journal local mentionna un millionnaire excentrique et un enfant vulnérable, semant le doute sur les intentions d'Étienne. Certains voisins, curieux ou malveillants, chuchotaient sur son passé, sur son célibat prolongé, sur son refus de se conformer aux attentes sociales. Étienne, habitué à ignorer les ragots, sentit pourtant la pression monter. Il savait que son combat pour Lucien allait au-delà d'une simple bataille légale. C'était une lutte pour prouver que l'amour, sous toutes ses formes, méritait d'être défendu. Lucien, de son côté, commençait à s'ouvrir. Un soir, après une leçon avec Claire, il confia à Étienne un secret qu'il n'avait jamais dit à personne. À l'école, il y avait ce garçon, Antoine. Je crois que je l'aimais. Pas juste comme un ami. Sa voix tremblait, mais il continua. C'est pour ça que mes parents m'ont détesté. Étienne l'écouta sans l'interrompre, puis répondit doucement. Aimer, Lucien, c'est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Ne laisse jamais personne te faire honte pour ça. Ces mots devinrent un ancrage pour Lucien. Mais alors que leur lien se renforçait, une nouvelle menace apparut. Pierre, le père de Lucien, se présenta un matin devant la maison d'Étienne, accompagné d'un policier. « Rends-moi mon fils !» cria-t-il, attirant les regards des passants. Étienne, calme mais ferme, refusa d'ouvrir la porte. « Vous l'avez jeté dehors comme un déchet. Vous ne le récupérerez pas pour le briser encore. » La confrontation marqua un tournant. Lucien, caché derrière un rideau, sentit une colère nouvelle monter en lui. Pour la première fois, il comprit qu'il avait le droit de se battre pour lui-même. La confrontation avec Pierre laissa des cicatrices invisibles. Lucien passa la journée enfermé dans sa chambre, refusant de parler, même à Étienne. Les mots de son père, « Tu es une honte », tournaient en boucle dans son esprit. Pourtant, une petite voix, celle d'Étienne, commençait à percer « Aimer, c'est courageux ». Il s'accrocha à ces mots comme à une bouée. Étienne, de son côté, ne dormait plus. La plainte pour kidnapping, bien que juridiquement fragile, pesait lourd. Maître Dubois l'avait averti. Sans un statut légal clair, comme une adoption ou une garde temporaire, Lucien pourrait être renvoyé chez ses parents. Étienne contacta une association, Arc-en-Ciel, qui soutenait les jeunes LGBT en difficulté. Leur directrice,
Sophie, une femme énergique d'origine lyonnaise, lui offrit des conseils précieux. Vous devez montrer que vous êtes un foyer stable pour Lucien. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Pour prouver sa bonne foi, Étienne invita Madame Lefebvre à revenir, cette fois pour un entretien plus long. Il transforma son bureau en un espace chaleureux, avec des photos de Lucien lors de sorties au musée ou au bord de la Seine, des moments où le garçon souriait, timidement d'abord, puis avec une joie fragile. Madame Lefebvre, impressionnée par l'effort, nota dans son rapport « Environnement sécurisant ». Lien authentique observé. Mais la bataille légale s'intensifiait. Les parents de Lucien, poussés par un avocat opportuniste, affirmaient qu'Étienne manipulait leur fils pour des raisons douteuses. Lors d'une audience préliminaire, Pierre joua la carte de la victime, pleurant devant le juge « On veut juste récupérer notre garçon ». Marianne, sa mère, restait silencieuse, mais son regard glacial trahissait son ressentiment. Lucien, obligé d'assister à l'audience, sentit son estomac se nouer. Il murmura à Étienne « Je ne veux pas retourner là-bas. » Jamais. Le juge, une femme d'une soixantaine d'années nommée Madame Renaud, écouta attentivement. Elle demanda à parler à Lucien seul. Dans son bureau, elle posa des questions simples, mais directes. « Te sens-tu en sécurité avec Monsieur Morel? Veux-tu retourner chez tes parents ?» Lucien, les mains tremblantes, répondit avec une force qu'il ne soupçonnait pas. « Chez Étienne, je peux être moi. Chez mes parents, je suis juste un problème. » Ces mots, prononcés avec une sincérité déchirante, firent vaciller Madame Renaud. Pendant ce temps, Étienne cherchait à donner à Lucien une vie au-delà des tribunaux. Il l'inscrivit à un atelier d'art, où Lucien rencontra Camille, un garçon de 13 ans au rire communicatif. Camille, fils d'un boulanger du Marais, était ouvertement queer et fier de l'être. Pour la première fois, Lucien se sentit compris sans avoir à s'expliquer. Il passait des heures à dessiner, à parler de musique et de rêves. Camille lui confia « Mes parents m'ont accepté tout de suite. Ça devrait être comme ça pour tout le monde. » Ces mots firent mal à Lucien, mais ils lui donnèrent aussi de l'espoir. Un soir, alors qu'il rentrait d'une exposition au Louvre, Lucien demanda à Étienne « Et toi, tu as déjà aimé quelqu'un ?» La question prit Étienne au dépourvu. Il hésita, puis raconta, pour la première fois, son premier amour, un garçon nommé Julien, qu'il avait rencontré à 20 ans. Leur histoire s'était terminée sous la pression familiale, et Julien avait disparu de sa vie. « J'ai construit tout ça, la fortune, la maison, pour ne plus jamais dépendre de personne. Mais toi, Lucien, tu me rappelles pourquoi je ne veux plus me cacher. » Ce moment de vulnérabilité renforça leur lien. Mais une nouvelle tempête approchait. L'avocat des parents de Lucien découvrit un détail troublant. Étienne avait fait un don important à Arc-en-Ciel juste avant de rencontrer Sophie. L'avocat accusa Étienne d'acheter des soutiens pour influencer l'enquête sociale. Les médias s'emparèrent de l'histoire, et un titre racoleur apparut. Un millionnaire achète-t-il la garde d'un enfant? Étienne, furieux, savait que la vérité était plus complexe. Son don était un geste de gratitude, pas une manipulation. Mais la suspicion grandissait, et Lucien, en lisant les articles, commença à douter. Et si tout cela, la gentillesse, les promesses, n'étaient qu'une façade? Il confronta Étienne, les larmes aux yeux. « Tu me veux juste pour prouver quelque chose, c'est ça. » La douleur dans les yeux d'Étienne fut sa seule réponse. La confrontation entre Lucien et Étienne laissa un silence pesant dans la maison. Lucien, rongé par le doute, s'enferma dans sa chambre, refusant de parler. Étienne, blessé par l'accusation, passa la nuit à arpenter son bureau, cherchant comment regagner la confiance du garçon. Il savait que les médias et les rumeurs avaient planté une graine empoisonnée dans l'esprit de Lucien, et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même pour ne pas avoir été plus transparent. Le lendemain, Étienne frappa doucement à la porte de Lucien. « Je peux entrer ?» Pas de réponse. Il entra quand même, trouvant Lucien assis sur son lit, un carnet de dessins ouvert. Les croquis, sombres et tourmentés, montraient des silhouettes sous la pluie, des visages sans traits. Étienne s'assit à côté de lui, sans forcer le contact. « Lucien, je n'ai jamais voulu te manipuler. Mon don à Arc-en-Ciel, c'était pour aider des jeunes comme toi, pas pour acheter quoi que ce soit. » Il sortit une vieille photo de son portefeuille, un jeune Étienne, souriant à côté d'un garçon aux cheveux blonds. C'était Julien. Il m'a appris ce que c'est d'aimer et de perdre. Je ne veux pas que tu perdes, Lucien. Ces mots, sincères,
Tout cher Lucien. Il murmura, « Je veux te croire mais j'ai peur. » Étienne hocha la tête. « La peur, je connais. Mais on va affronter ça ensemble, d'accord ?» Pour la première fois depuis des jours, Lucien esquissa un sourire. La bataille légale, elle, ne faiblissait pas. Maître Dubois organisa une réunion avec Sophie d'Arc-en-Ciel et Madame Lefebvre pour préparer la prochaine audience. Sophie apporta des témoignages de jeunes soutenus par l'association, montrant l'impact positif d'un environnement bienveillant. Madame Lefebvre, de plus en plus convaincue par le lien entre Étienne et Lucien, rédigea un rapport favorable, mais avertit, le juge sera influencé par l'opinion publique. Vous devez contrer les rumeurs. Étienne décida de prendre les devants. Il organisa une interview avec une journaliste indépendante, Clara, connue pour son intégrité. Dans un café discret du 5e arrondissement, il raconta son histoire, son enfance dans une famille rigide, son coming-out tardif et sa rencontre avec Lucien. Ce garçon n'est pas un projet ou un symbole. C'est une personne, et il mérite d'être aimé pour qui il est. Clara, émue, publia un article nuancé qui commença à faire pencher l'opinion en sa faveur. Pendant ce temps, Lucien passait plus de temps avec Camille. Leur amitié devenait un refuge. Un après-midi, alors qu'il peignait dans l'atelier, Camille demanda « Tu penses à Antoine, parfois ?» Lucien rougit, mais hocha la tête. « Tout le temps. Mais je ne sais pas s'il pense à moi. » Camille lui donna un coup d'épaule amical. « Tu devrais lui écrire. Ça fait du bien, même si tu n'envoies jamais la lettre. » Inspiré, Lucien commença à écrire une lettre à Antoine, déversant ses émotions. La douleur du rejet, la joie de trouver un foyer chez Étienne et l'espoir fragile d'être un jour accepté. Il ne l'envoya pas, mais la garder dans son carnet lui donna une force nouvelle. L'audience suivante fut un tournant. Madame Renaud, après avoir lu le rapport de Madame Lefebvre et l'article de Clara, questionna les parents de Lucien avec une fermeté inattendue. « Vous avez abandonné votre fils dans un parc, sous la pluie. Comment justifiez-vous cela ?» Pierre bafouilla, tandis que Marianne éclata en sanglots, avouant qu'elle regrettait. Mais leur remords semblait trop tardif, trop opportuniste. Le juge accorda à Étienne une garde temporaire, sous supervision. C'était une victoire, mais fragile. Lucien, en apprenant la nouvelle, serra Étienne dans ses bras pour la première fois, un geste spontané qui les surprit tous les deux. « Merci, murmura-t-il. Étienne, les larmes aux yeux, répondit « C'est toi qui me sauves, petit. » Mais un soir, un appel anonyme bouleversa tout. Une voix menaçante murmura « Rends le gamin, ou tu le regretteras. » Étienne, alarmé, renforça la sécurité de la maison. Qui était derrière cette menace? Les parents de Lucien, ou quelqu'un d'autre, tapis dans l'ombre. L'appel anonyme hantait Étienne. Il engagea un détective privé, M. Garnier, pour enquêter. Garnier, un homme discret d'une 50aine d'années, découvrit rapidement que l'appel provenait d'un numéro lié à un ancien collègue de Pierre, un homme connu pour ses opinions extrémistes. Étienne, refusant de céder à la peur, renforça la sécurité autour de Lucien, mais il savait que la menace pesait sur leur fragile équilibre. Lucien, inconscient du danger, continuait de s'épanouir. L'atelier d'art avec Camille devenait son refuge. Un jour, alors qu'il mélangeait des couleurs pour une fresque, Camille lui tendit une enveloppe. « J'ai trouvé ça dans ton carnet. Tu l'as fini ?» C'était la lettre pour Antoine. Lucien paniqua, mais Camille le rassura, « Je n'ai pas lu. Mais si c'est important, tu devrais peut-être la donner. » Lucien, hésitant, décida de la garder pour l'instant, mais l'idée de revoir Antoine grandissait en lui. Étienne, de son côté, travaillait à solidifier sa position légale. Il déposa une demande officielle d'adoption, un processus long et incertain. Sophie, d'Arc-en-Ciel, l'aida à constituer un dossier solide, incluant des lettres de soutien de Claire, Madame Lefebvre, et même de Camille et de ses parents. Mais les parents de Lucien contre-attaquèrent, engageant un nouvel avocat qui mit en avant leur rédemption et leur volonté de réparer leur famille. Une nouvelle audience approchait, et la tension montait. Étienne invita Lucien à une promenade dans le jardin des Tuileries pour lui changer les idées. Sous les arbres dorés par l'automne, il lui confia « Quand j'avais ton âge, je rêvais de m'enfuir. Mais je n'avais personne pour m'aider. Toi, tu m'as donné une raison de me battre. » Lucien, ému, répondit «
tu es la première personne qui m'a fait sentir que j'avais de la valeur. » Le jour de l'audience, la salle était pleine. Des membres d'Arc-en-Ciel étaient venus soutenir Étienne, ainsi que Clara, la journaliste. Les parents de Lucien, Pierre et Marianne, jouèrent la carte de l'émotion, affirmant qu'ils avaient changé. Mais Lucien, appelé à témoigner, prit la parole avec une assurance nouvelle. « Mes parents m'ont jeté dehors parce que je suis gay. Étienne m'a donné un foyer, pas juste une maison. Il m'a appris à ne pas avoir honte. » Sa voix, claire et ferme, fit taire la salle. Madame Renaud, visiblement touchée, ajourna sa décision pour consulter d'autres rapports. En sortant, Lucien aperçut Antoine dans le couloir du tribunal. Son ancien camarade, là par hasard pour une visite scolaire, le reconnut. « Lucien, c'est vraiment toi ?» Leurs regards se croisèrent, et Lucien sentit son cœur s'emballer. Ils échangèrent quelques mots maladroits, mais Antoine promit de lui écrire. Pour la première fois, Lucien sentit que son passé et son présent pouvaient coexister. Mais la menace anonyme refit surface. Une nuit, une brique fut jetée à travers une fenêtre de la maison, avec un mot « Laisse le gamin ». Étienne, terrifié pour Lucien, décida de l'envoyer temporairement chez Sophie, dans un appartement sécurisé. Lucien, furieux, protesta « Je ne veux pas partir. Tu es ma famille maintenant. » Ces mots, criés dans la panique, bouleversèrent Étienne. Il promit de tout faire pour le ramener vite. Garnier, le détective, remonta la piste jusqu'à un groupe extrémiste local, lié à l'ancien collègue de Pierre. Il voyait en Étienne un symbole à abattre, un homme riche et gai défiant leurs valeurs. Étienne, déterminé, contacta la police, qui promit une enquête approfondie. Mais le temps pressait, et la prochaine audience déciderait du sort de Lucien. Chez Sophie, Lucien se sentait comme un oiseau en cage. L'appartement, bien que chaleureux, n'était pas chez Étienne. Il passait ses journées à dessiner, remplissant son carnet de portraits d'Étienne, de Camille et même d'Antoine. Sophie, avec sa patience infinie, l'encourageait à parler. « Tu as traversé beaucoup, Lucien. Mais tu es plus fort que tu ne le penses. » Ces mots l'aidaient, mais son cœur restait avec Étienne. Pendant ce temps, Étienne travaillait sans relâche. La police avait arrêté l'auteur des menaces, un homme nommé Marc, lié à un groupuscule homophobe. Mais les rumeurs persistaient, et l'avocat des parents de Lucien utilisait l'incident pour remettre en question la sécurité du foyer d'Étienne. Maître Dubois, furieux, prépara une défense implacable, prouvant que les menaces venaient d'opposants à Étienne, pas de son mode de vie. Lucien, de son côté, reçut un message d'Antoine. Une simple lettre, glissée dans son casier à l'atelier d'art par un ami commun. « Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. » Ces mots, anodins pour certains, firent battre le cœur de Lucien. Il répondit, timidement, et une correspondance naquit. Antoine lui confia qu'il se questionnait lui aussi sur son identité, et leur échange devint un refuge pour Lucien, un lien avec un passé qu'il croyait perdu. L'audience finale approchait. Étienne, soutenu par Sophie, Clara, et même Camille et ses parents, se présenta devant Madame Renaud avec une assurance nouvelle. Il parla de son lien avec Lucien, non pas comme un sauveur, mais comme un homme qui avait trouvé un sens à sa vie à travers cet enfant. « Lucien m'a appris à être courageux, à ne plus me cacher. Je veux lui offrir un foyer où il peut être lui-même, sans peur. » Les parents de Lucien, eux, semblaient à bout. Marianne, brisée, avoua au juge qu'elle ne savait pas comment aimer son fils tel qu'il était. Pierre, plus obstiné, insista sur ses droits, mais sa colère sonnait creux. Madame Renaud, après un long silence, rendit son verdict. La garde temporaire d'Étienne fut prolongée, avec un chemin vers l'adoption si les conditions restaient stables. Les parents perdirent leurs droits parentaux, un couperet qui surprit même Étienne. Lucien, en apprenant la nouvelle, courut dans les bras d'Étienne. Pour la première fois, il l'appela « papa ». Ce mot, simple mais lourd de sens, fit pleurer Étienne, qui murmura « Je serai toujours là pour toi ». Mais le calme fut de courte durée. Marc, libéré sous caution, envoya un dernier message menaçant, promettant de finir le travail. Étienne, refusant de céder, renforça la sécurité et décida de déménager temporairement avec Lucien dans une maison de campagne en Normandie, loin des regards indiscrets. Là-bas, dans un village paisible, ils commencèrent à construire une vie nouvelle, loin des tumultes de Paris.
La maison de campagne, nichée entre des pommiers et des champs dorés, offrait à Lucien un calme qu'il n'avait jamais connu. Les matins étaient doux, rythmés par le chant des oiseaux et les petits déjeuners avec Étienne. Pourtant, l'ombre des menaces planait encore. Étienne, prudent, limitait leurs sorties, mais il s'efforçait de rendre chaque jour spécial. Des leçons de cuisine, des promenades dans les bois, des soirées à lire ensemble. Lucien, désormais 13 ans, grandissait vite. Ses dessins devenaient plus audacieux, mêlant couleurs vives et émotions brutes. Il envoyait régulièrement des lettres à Antoine, qui lui répondait avec une tendresse croissante. Leur amitié, teintée d'une affection naissante, donnait à Lucien l'espoir d'un avenir où il pourrait aimer sans peur. Camille, venue visiter avec ses parents, devint un allié précieux, organisant des après-midi de peinture dans le jardin. Un jour, Étienne reçut une nouvelle de Garnier. Marc et son groupe avaient été arrêtés pour de bon, grâce à des preuves accablantes. Le soulagement fut immense, mais Étienne savait que la sécurité de Lucien dépendait aussi de sa stabilité émotionnelle. Il organisa une rencontre avec un thérapeute, M. Laurent, qui aida Lucien à parler de son passé, de ses parents, et de la peur d'être à nouveau rejeté. Ces séances, bien que difficiles, libérèrent Lucien d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. L'adoption avança lentement, mais sûrement. Madame Renaud, satisfaite des rapports, signa enfin les papiers définitifs. Étienne devint officiellement le père de Lucien, un moment célébré par une fête simple mais joyeuse avec Sophie, Camille et Clara. Lucien, tenant la main d'Étienne, murmura « Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi heureux ». Des mois plus tard, Lucien reçut une lettre inattendue de Marianne. Elle s'excusait, maladroitement, pour tout. Elle demandait à le voir. Étienne laissa Lucien décider. Après beaucoup d'hésitation, Lucien accepta une rencontre dans un café, sous la supervision de Sophie. Marianne, les yeux humides, parla peu, mais ses regrets semblaient sincères. Lucien, sans colère, répondit « Je te pardonne, mais ma maison, c'est avec Étienne maintenant ». Cette closure, douce amère, lui permit de tourner la page. Un an après leur rencontre dans le parc, Lucien et Étienne retournèrent à Montsouris. Sous le même chêne, désormais verdoyant, Lucien dessina une esquisse. 2 silhouettes, main dans la main, sous un parapluie. « C'est nous », dit-il en souriant. Étienne, ému, passa un bras autour de ses épaules. « Oui, c'est nous ». Leur histoire, née dans la douleur, s'était transformée en un témoignage d'espoir. Lucien, jadis rejeté, avait trouvé une famille, un père, et la liberté d'être lui-même. Étienne, jadis seul, avait trouvé un fils et un sens à sa vie. Ensemble, ils prouvaient que l'amour, même face à la haine, pouvait triompher. Des années plus tard, Lucien, désormais 18 ans, se tenait sur la scène d'une galerie parisienne, présentant sa première exposition. Ses toiles, vibrantes et émouvantes, racontaient son parcours, la pluie, la solitude, la rencontre avec Étienne et l'éclosion d'un amour-propre qu'il n'aurait jamais cru possible. Dans la foule, Étienne, les cheveux plus gris mais le sourire intact, applaudissait avec fierté. À ses côtés, Antoine, maintenant un jeune homme de 19 ans, tenait la main de Lucien, un geste simple mais chargé de sens. Leur relation, née de lettres timides, avait grandi avec eux. Antoine, après des années de questionnement, avait trouvé en Lucien un partenaire et un confident. Ensemble, ils naviguaient les complexités de l'amour, soutenus par Étienne, qui était devenu plus qu'un père, un guide, un protecteur, un roc. La vie n'était pas sans défis. Les rumeurs, bien que dissipées, laissaient parfois des traces. Mais Lucien, fort de l'amour d'Étienne et d'Antoine, avait appris à les ignorer. Il s'engagea avec Arc-en-Ciel, aidant d'autres jeunes rejetés à trouver leur voie. Étienne, de son côté, créa une fondation pour soutenir les familles LGBT, transformant sa fortune en un outil de changement. Un soir, dans leur maison de campagne, Lucien et Étienne s'assirent sous les étoiles. Lucien, tenant un vieux carnet de dessins, dit « Tu sais, ce jour-là, dans le parc, je pensais que ma vie était finie. Mais c'était le début. » Étienne, les yeux brillants, répondit « Et toi, tu as donné un sens à la mienne. » Leur histoire, celle d'un garçon rejeté et d'un homme qui lui tendit la main, devint une lumière pour d'autres. Elle rappelait que l'amour, sous toutes ses formes, pouvait guérir, unir et triompher. Et sous le ciel normand, père et fils, liés par un amour indéfectible,
regardait l'avenir avec espoir.